Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Gilles Yaby, président fondateur de l'ONG Wati. Bonsoir. Bonsoir, merci. Très heureux de vous recevoir, analyste politique et docteur en économie du développement, responsable du think tank Wati. Après le temps de l'enthousiasme et de l'excitation et de la célébration de ce tournant politique au Sénégal par la voie démocratique, voici venu le temps du travail, dites-vous. Le nouveau régime met l'accent sur l'éthique, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion de la chose publique. Que vous inspirent les premiers pas du président Bassirou Diomaye Faye? Alors bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Je pense qu'il faut d'abord souligner à nouveau à quel point cette élection au Sénégal a été un dénouement heureux pour le Sénégal, mais aussi pour l'ensemble de la région et peut-être même au-delà, dans un moment de grande inquiétude sur la sécurité, l'économie, les perspectives générales de l'Afrique de l'Ouest, qui est la région sur laquelle nous travaillons en particulier au sein du think tank citoyen Wati. Et donc je crois que c'est vraiment une excellente nouvelle que le Sénégal ait montré la possibilité de dénouer des 3 années de tensions politiques et une crise institutionnelle par le choix libre des citoyens. Je crois que c'est très important. Le penseur Félou Nsar parle de révolution démocratique. Oui, je pense qu'on peut l'appeler ainsi parce qu'à nouveau il y avait un fort sentiment une forte envie de rupture. Je crois que le résultat, une victoire au premier tour, très nette, très claire, qui a donné une forme on l'a vu au lendemain de l'élection, une forme de sérénité, de soulagement. Je crois qu'effectivement, c'est à la fois un désir de rupture, mais il y avait aussi une volonté de sanctionner, il faut bien le dire, l'ancien pouvoir. Et tout cela a combiné, disons, dans cette victoire nette, je dirais, sans bavure. Sans bavure, avec 54%. Après, oui, il y a le temps de la victoire, il y a le temps de la célébration de cette expérience sénégalaise, et il y a bien sûr maintenant le temps du travail et de l'action du gouvernement. Et je dirais peut-être aussi de l'action collective. Je crois qu'il faut saisir cette opportunité et ce soutien très fort d'une partie majoritaire de la population à l'équipe qui a pris le pouvoir, le duo présidentiel et Premier ministre, pour inciter aussi les citoyens sénégalais à prendre leur part de responsabilité dans les changements qu'ils désirent pour le pays. Et dans cette dynamique que vous inspire, les premiers actes en tout cas posés, on parle beaucoup de transparence, on parle même de code d'éthique avec une lettre que le président de la République a envoyée à l'administration. Que vous inspirent ces actes? Alors, pour moi, et je vais revenir pour l'instant, ce qu'on peut vraiment juger ou apprécier, c'est la composition du gouvernement. Parce qu'au fond, les actes, les décisions, on n'est même pas un mois après l'installation du nouveau pouvoir. Donc c'est vraiment trop tôt pour commencer à décrypter des décrets, des décisions. Je pense que ce qu'on peut observer, c'est vraiment la composition du gouvernement. Mais vous rappelez cette lettre qui a été adressée par le président Diomaye Faye aux fonctionnaires. J'ai trouvé que c'était symboliquement important parce que ça traduit une forme de reconnaissance du rôle central de l'État pour impulser les dynamiques dans tous les domaines. Et c'est aussi une forme d'invite des fonctionnaires à nouveau à aussi changer peut-être leur comportement pour s'adapter à cette volonté de rupture, y compris dans le service qu'ils doivent apporter aux citoyens. Et il y a une forme de proximité, je pense, entre le chef de l'État et les fonctionnaires qui peut à nouveau induire peut-être une autre forme de gouvernance et pas, disons, une forme de présidence totalement détachée de la réalité du quotidien, de la réalité des fonctionnaires. Alors sur le gouvernement, on parle d'une présomption de compétences. Certains disent que sur le papier c'est du solide. Que pensez-vous de la formation? Le bémol que tout le monde relève, c'est quand même 15% de présence féminine. Ça quand même c'est une erreur. Est-ce que ça se justifie d'ailleurs?
Non, alors c'est vraiment le point faible de ce gouvernement. Dans effectivement l'une de mes chroniques, je l'ai souligné en saluant de manière générale la compétence effectivement présumée. Lorsqu'on regarde les profils des différents ministres, on a véritablement des personnalités fortes dans certains domaines et qui ont montré beaucoup d'ancrage aussi dans le réel. Ce qui me semble très important sur le plan économique, une volonté de travailler vraiment sur l'économie réelle. Mais ce point faible, les 4 femmes dans ce gouvernement, je pense que c'est une occasion manquée de rupture parce qu'on aurait pu avoir là aussi un symbole très fort, peut-être pas avec un gouvernement paritaire, ce que certains pays, mais quand même avec un minimum de 30%. Et je pense que lorsqu'on dit ça, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une forme de problème mineur, comme beaucoup peuvent le penser. C'est pas simplement la nécessité d'une représentation qui soit équivalente à celle de la population féminine dans la population sénégalaise. C'est aussi une question... Les femmes qui représentent quand même 49,6% absolument, de la population. Absolument. Et cela peut avoir aussi un impact dans la manière dont on envisage justement les politiques publiques dans différents domaines parce que il y a, on le sait, des différences dans la manière de percevoir même les problèmes fondamentaux d'un pays. Et lorsqu'on a une composition gouvernementale qui est équilibrée, qui est plus représentative de la diversité du pays, on a plus de chances aussi de pouvoir aborder tous les problèmes avec, disons, les différentes perspectives qui sont indispensables. Donc je crois par contre que il y a eu immédiatement des réactions très fortes des organisations féminines, mais pas seulement, et c'est très important, c'est pas une question féminine, c'est une question qui concerne toute la société. Et je pense que le fait que on ait ce changement dans la gouvernance du pays va induire aussi une vigilance de la part des citoyens. C'est extrêmement important que les citoyens sénégalais qui se sont mobilisés pour qu'on ait ce changement politique restent mobilisés pour que, disons, on n'ait pas simplement le programme du PASTEF qui soit mis en œuvre, mais qu'aujourd'hui on mette en œuvre un programme qui corresponde de manière générale aux aspirations des populations, y compris aux aspirations des femmes sénégalaises qui demandent plus de sécurité, plus d'accès à l'emploi, plus de revenus égaux par rapport aux hommes et plus de protection de manière générale dans la société. Oui, et plus de postes de décisionnaires finalement. Gilles Diaby, le Sénégal a mis à profit les réunions de printemps 2024 du FMI et de la Banque mondiale pour réaffirmer le projet d'endogénisation de l'économie. L'objectif pour les nouvelles autorités, c'est de s'émanciper des injonctions des bailleurs de fonds internationaux. Quels sont, selon vous, les préalables ? Oui, là, ce sont les sujets les plus difficiles, c'est-à-dire que à court et à moyen terme, il y a un certain nombre de choses que un nouveau gouvernement peut faire et devrait faire, je pense, notamment des choses qui ne coûtent pas cher et qu'on peut faire, disons, sans nécessairement avoir des ressources additionnelles. Mais évidemment, les transformations plus profondes sur le plan économique vont prendre beaucoup de temps et tout gouvernement aujourd'hui doit tenir compte des contraintes internes et des contraintes extérieures qui sont toutes importantes. Lorsque vous voulez bousculer un système économique, vous avez des gagnants et vous avez toujours des perdants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et donc, il est vraiment important d'avoir une démarche méthodologique très, très claire et très prudente par rapport à cela. Lorsqu'on dit qu'on se libère des injonctions des institutions internationales, il faut bien voir que on gère aussi la réalité. Or, la réalité, par exemple, en ce qui concerne le Sénégal, c'est aussi un niveau d'endettement qui s'est beaucoup accru. On est presque à 80% du PIB. Absolument. Et lorsque vous vous endettez, vous avez évidemment des sorties importantes de ressources. Et ça, vous ne pouvez pas tout d'un coup vous libérer des implications de ce qui a été fait avant vous. Et ça, c'est la continuité de l'État, évidemment. Je pense qu'avec les institutions financières internationales, le nouveau gouvernement sénégalais a conscience qu'il n'y a pas, en tout cas, un besoin et une possibilité de rupture. Il y a une nécessité de dialogue pour que le soutien financier reste présent, pour que la confiance également, y compris des investisseurs, qui dépend beaucoup de ce qu'ils voient comme rapport avec ces institutions financières internationales, que cette confiance ne s'effrite pas. À nouveau, c'est une question qui se pose pas seulement pour le Sénégal, mais pour tous les pays africains et bien
au-delà dans le monde. On peut critiquer le Fonds monétaire, la Banque mondiale, mais en fait, il faut bien voir aussi que ces institutions apportent des soutiens à des moments critiques et qu'à nouveau, il faut avoir une démarche tout à fait progressive pour réduire la dépendance à l'égard de ces institutions. Et le gouvernement se retrouve ainsi entre le marteau de la pression sociale et l'enclume du nécessaire assainissement budgétaire, mobilisation de recettes, réduction du train de vie de l'État, etc. Comment gérer les équilibres? Et c'est ça la difficulté pour ce nouveau régime, avec toutes les promesses qui ont été faites et la demande d'État qui est beaucoup plus forte, vous le savez. Comment gérer les équilibres et pour permettre à l'opinion qui lui est encore favorable d'être beaucoup plus patiente? Oui, je crois que la question de la mobilisation des ressources internes, elle est évidemment très importante. Il y a eu des progrès. Je pense qu'il faut aussi, il faut jamais balayer du revers de la main tout ce qui a été fait avant sur le plan de la mobilisation par les douanes, par les impôts. Il y a eu des progrès très importants au cours des dernières années, voire, disons, des 10 dernières années, voire davantage. Oui, on a même une tendance baissière du déficit budgétaire au Sénégal. Il faut aussi le rappeler, de 6% en 2024, 4,9% en 2023 et la loi de finances 2024 table sur 3,9 pour atteindre 3% en 2025. Oui, mais à nouveau, il faut quand même à nouveau rappeler quand même que l'endettement, lui, s'est considérablement accru et que ça, c'est quand même un problème important qu'il va falloir gérer et qui va rester une contrainte en fait à ce que l'État sénégalais peut faire. On a un surfinancement de 604 milliards. Absolument. Et donc, je crois que sur le plan de la mobilisation des ressources, il va falloir effectivement faire encore mieux, mais ce sont des mesures qui ne sont pas nécessairement faciles et populaires, et beaucoup payent déjà, disons, beaucoup d'impôts. L'idée, c'est vraiment d'élargir. Et pour ça, il faut une pédagogie. Ce que les gens ne comprennent pas au Sénégal, comme ailleurs dans la région, c'est ce qu'on fait des impôts. Il faut qu'on crée le sentiment réellement d'une contribution qui est absolument essentielle pour améliorer la santé, pour améliorer l'éducation, et qu'on comprenne mieux le lien entre ce qu'on attend d'un gouvernement et la contribution que chacun peut apporter. Ça passe aussi notamment par des incitations du côté du secteur informel. Mais je pense que là aussi, il n'y aura pas de miracle à court terme. Ce qui me semble être important, c'est à court terme de se focaliser à nouveau sur des mesures qui ne sont pas coûteuses d'un point de vue budgétaire, sur les économies notamment aussi au niveau du train de vie de l'État. Et je pense que, lorsqu'on regarde simplement la circulation à Dakar, ça a l'air anecdotique, mais je crois que c'est là qu'on peut avoir tout de suite des symboles de rupture. Parce que la rupture, elle va passer aussi par des changements de comportement des citoyens. Et là, on peut tout à fait imaginer que ce gouvernement, simplement par des instructions qui seraient données au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce que vous le dites, il n'y aura pas de miracle. Oui, tout à fait. Ça va être l'affaire de tout le monde, c'est ça? Exactement, ça va être l'affaire de tout le monde et c'est là où il y a vraiment une opportunité, je pense, pour cette équipe. Il y a un enthousiasme très important de la part des jeunes, il y a un enthousiasme de la part de la diaspora. Moi, j'ai rencontré des membres du PASTEF en Europe quelques jours après la victoire. Il y avait une forme d'enthousiasme, de croyance dans la possibilité de transformer le Sénégal par le travail et par des changements dans les méthodes de travail. Je pense que c'est là où réside la clé peut-être d'un succès si ce gouvernement réussit à donner l'exemple sur le plan de l'intégrité. Qu'on n'ait pas tout de suite, qu'on n'ait pas de scandale au cours des prochains mois, qu'on ait vraiment le sentiment qu'on a affaire à un gouvernement composé de personnalités intègres qui croient au bien public. Là, il y a la possibilité d'avoir une véritable pédagogie sur le bien public et que cela, par exemple, se traduise par de la communication à travers les médias. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas dans nos pays d'avoir réellement un travail d'éducation civique qui se passe par tous les canaux dont on dispose aujourd'hui et qui passe le message à l'ensemble de la société que le fléau, par exemple, de la corruption, il coûte des vies tous les jours par la santé, par l'éducation, par le non-respect des règles sur la route, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour simplement donner le sentiment qu'on met vraiment en avant le travail, parce que sans le travail collectif, il n'y a pas de miracle sur le plan économique, et aussi l'éthique, qui est absolument fondamentale, à la fois au niveau de la classe politique, mais aussi dans l'ensemble de la société. Oui, alors parmi les sujets difficiles, il y a celui qui est un peu plus aride. Le projet, c'est aussi la création d'une monnaie
qui requiert 12 étapes énumérées dans le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye, dont la création d'une banque centrale avec une indépendance limitée, la fin du franc CFA au Sénégal, c'est un serpent de mer, un vieux serpent de mer. Croyez-vous en son effectivité avec ce nouveau régime? Question complexe et qui, de mon point de vue, est trop souvent mal abordée et c'est assez dangereux en réalité lorsqu'on n'explique pas au moins quelques fondamentaux aux populations par rapport à la question de la monnaie. Oui. La monnaie, le franc CFA en Afrique de l'Ouest concerne, disons, les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est ça. Et vous avez un ensemble plus grand qui est la CEDEAO. Les 15 pays de la CEDEAO, ou les 12 si on estime que les 3 pays du Sahel sont effectivement partis. Mais restons sur les 15. Sur les 15, jusqu'à nouvel ordre. C'est pas acté. On espère qu'on gardera ce format de 15 pays de la CEDEAO. Donc, au sein de la CEDEAO, vous avez un projet qui est l'ECO, qui est une monnaie unique à l'échelle de la région ouest africaine, qui est une décision politique qui a déjà été prise. Oui, le problème, c'est la mise en œuvre. Stand-by. Absolument. La mise en œuvre, est tout le temps décalée et je pense que il y a quasiment aucune chance que l'objectif de 2027, qui est l'objectif actuel, soit tenu. À cause d'un problème de leadership politique au niveau des pays de la région, c'est-à-dire il faut un choix clair en faveur de l'éco, mais il faut aussi avoir des indicateurs économiques qui vous permettent de faire cette transition qui est très délicate. Si vous avez des pays qui ont des taux d'inflation extrêmement élevés, des déséquilibres macroéconomiques majeurs, comme c'est le cas du Nigeria et du Ghana par exemple, et du Zimbabwe, des économies très importantes dans la région, évidemment c'est très difficile de mener un projet de monnaie unique qui demande une convergence au niveau des différentes économies. Oui, vous semblez écarter l'option de la monnaie nationale. Pour vous, ça doit se faire dans un cadre communautaire. Disons qu'il y a un débat là-dessus. Il y a des économistes sénégalais qui sont en faveur d'une monnaie sénégalaise. Moi, j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Alors, d'une part, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement économiques, c'est une raison fondamentale d'intégration. L'intégration, le projet d'intégration CEDEAO n'est pas seulement un projet économique. C'est une forme de projection dans le futur en se disant l'avenir du Sénégal, on le voit, il va dépendre aussi de celui du Mali et de tous les autres pays. C'est une sorte de projection en commun de 15 pays d'une région du continent. Et moi, j'y crois. Je pense que c'est important dans le monde dans lequel nous sommes d'avoir des blocs et d'avoir le maximum d'intégration. Des grands ensembles. Des grands ensembles, absolument. Et d'avoir des politiques, à un moment donné, des politiques économiques, des politiques éducatives, etc., qui vont aussi avoir, disons, des éléments de convergence et surtout, ça va permettre à nouveau de rationaliser les et de investissements, peser etc. face à l'Union européenne, par exemple. Tout à fait. Et donc, parce que je crois à ce projet d'intégration, je pense que ce serait un recul formidable d'avoir des pays de la région qui, tour à tour, créent leur propre monnaie. Et je rappelle aussi qu'on peut sortir du franc CFA, ou plus exactement, on peut sortir la France totalement du franc CFA, évidemment changer tout le nom, mais garder la solidarité qui s'est établie au sein de ces 8 pays de l'UEMOA et l'élargir éventuellement donc aux 15 pays de la CEDEAO. Et si on a tout de suite une sortie d'un pays... Pour les gens qui veulent en tout cas sortir du franc CFA, c'est que c'est une monnaie qui est arrimée à l'euro. Et c'est ça le fond du problème pour les gens qui veulent sortir du franc CFA. Oui, mais ce que je dis, c'est que d'une part, lorsqu'on dit sortir du franc CFA, on sort lorsqu'on est prêt, lorsque l'alternative est prête. Donc, si on sort du franc CFA, il y a 12 étapes qui ont été énumérées. Soit le Sénégal, disons, se dit je sors et à nouveau j'ai une monnaie nationale, soit on sort et on sort pour avoir une nouvelle monnaie qui n'est pas le franc CFA, mais qui est à l'échelle de l'UEMOA, des 8 pays qui utilisent actuellement le franc CFA. Et pour ça, il faut se mettre d'accord avec soit on sort, les autres pays. Voilà, soit on sort et on crée l'éco avec 15 pays, ce qui est encore plus difficile. La question, c'est, est-ce qu'on change, est-ce qu'on passe à une monnaie nationale avec ce que cela induit comme nouvelle banque centrale et tout ça, et avec la possibilité ensuite de revenir à un projet d'intégration, je pense que ce serait extrêmement compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas
c'est pas quelque chose qui va se réaliser demain, hein, puisqu'il y a beaucoup de préalables. Oui, mais il faut aussi souligner sur la question de la parité fixe avec l'euro, qui est effectivement un point économique. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de critiques qui peuvent être adressées à cette parité, mais en même temps, il faut aussi expliquer aux populations qu'il y a des pays dans le monde qui ont des systèmes de parité fixe. On peut changer, disons, de monnaie d'ancrage, et il faut voir que dans chaque choix de régime de change, flexible ou fixe, il y a des avantages et des inconvénients. Donc ce n'est pas simplement, c'est pas aussi tranché, sinon tous les pays seraient en change fixe, en change flexible depuis très longtemps. Après, les plus sceptiques parlent de 23 monnaies africaines qui actuellement ont quand même quelques difficultés. Le cas du Ghana est souvent cité, le cas du Zimbabwe est aussi cité. Le Nigeria, le Naira aussi dans la région, tout à fait. A des difficultés en ce moment. Le projet de gouvernance, on va parler des réformes institutionnelles, Géliaby. Le projet de gouvernance consacre aussi une réforme des institutions et un engagement au service de l'Afrique. Mais pour vous, il ne faudrait pas se focaliser seulement sur des mesures spectaculaires et attendues. Vous attirez l'attention sur la cohérence et la durabilité des réformes. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Alors, ce que je veux dire surtout, c'est que sur les réformes institutionnelles, c'est-à-dire le modèle politique, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, notamment lors des assises nationales et aussi les travaux de la Commission nationale de réforme des institutions au Sénégal. Je pense qu'il y a une base très solide qui existe, mais je crois qu'il faut prendre le temps peut-être d'aller encore plus loin et de partir des pratiques politiques réelles, de ce qu'on observe dans le fonctionnement du Sénégal, mais à nouveau, travaillant sur l'ensemble de la région, en réalité, on observe les mêmes pratiques politiques, je dirais, perverses partout, qui ralentissent notre marche vers le progrès partagé. Et je pense que si on met pas le doigt sur ces pratiques de manière précise, on ne peut pas faire le type de réformes qui doivent justement viser à changer profondément ces pratiques politiques. Et je pense qu'il y a à nouveau des éléments qui sont déjà sur la table, réduire l'hyperprésidentialisme, etc. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut ensuite le traduit très concrètement dans des changements dans le fonctionnement de nos États. Par exemple, sur la question des nominations, est-ce qu'on met des filtres pour les nominations de manière à ce que un président, fût-il très bien élu, ne soit pas nécessairement le seul responsable de toutes les nominations? Est-ce qu'on s'assure d'avoir des règles qui vont conduire à une dépolitisation de l'administration? Pour moi, c'est un problème important au Sénégal comme ailleurs. C'est le fait d'avoir une administration publique politisée, c'est-à-dire de ne pas avoir simplement au niveau des ministres et de leur cabinet, mais d'avoir quasiment partout dans les ministères des gens qui arrivent essentiellement parce qu'ils sont des soutiens du parti au pouvoir. Je pense qu'il faut absolument instaurer des règles très claires. Moi, je crois beaucoup à des constitutions détaillées, ce qui n'est pas du tout dans la tradition des pays francophones. Et je pense qu'on doit être à nouveau beaucoup plus innovant. On ne peut pas regarder seulement ce qu'on connaît. On peut aller chercher, détaillées, c'est-à-dire aller s'inspirer de ce qui se fait notamment dans un certain nombre de pays, des pays anglophones. Vous avez une constitution au Ghana ou en Afrique du Sud, des constitutions qui sont détaillées, c'est-à-dire que chacune des institutions qui est prévue dans la constitution va avoir la précision de son mode de composition, de ce qui va assurer son indépendance sur le plan budgétaire pour que l'exécutif ne fragilise pas l'institution simplement en ne libérant pas les ressources. Si vous avez une commission électorale ou n'importe quelle institution de contrôle, par exemple des comptes publics, l'OFNAC au Sénégal, si l'exécutif peut couper le budget quand il veut, vous voyez très bien que tout de suite vous affaiblissez son indépendance et sa capacité à faire des choses. Donc ce genre d'éléments, je pense qu'on peut les inscrire dans la Constitution et pas simplement les laisser à des lois organiques ou à des lois ordinaires que les citoyens connaissent quasiment pas, et donc les citoyens ne peuvent pas se mobiliser sur des principes ou des règles qu'ils ne connaissent pas. Le fait de mettre des principes beaucoup plus importants dans la Constitution, ça limite les marges de manœuvre de ceux qui occupent des positions, et je pense que c'est très important lorsqu'on a des êtres humains de s'assurer de fixer des règles très clair pour limiter à nouveau les dérives. Alors, réforme institutionnelle, réforme économique, révolution sociale. Certains parlent de révolution sociale puisqu'il faut que cette révolution démocratique se mue en une révolution sociale. Dans le même temps, on voit nettement qu'il n'y a pas d'état de grâce. C'est difficile. À quand la rupture, j'ai envie de dire?
Non, je ne sais pas s'il n'y a pas d'état de grâce. Je crois à nouveau que si le gouvernement, met en place tout de suite un certain nombre de règles et surtout, montre qu'il applique les règles existantes, parce qu'on l'entend tout le temps, le problème ce ne sont pas les lois, le problème c'est leur application. Justement, donc ça c'est dans le registre de l'exécutif. Comme je le disais tout à l'heure, simplement en s'attaquant à la manière dont les gens se comportent dans la rue, on peut tout à fait donner le symbole de rupture et engager l'ensemble de la population dans une transformation. Je crois que la notion de bien public est centrale. Elle est centrale. On ne peut pas s'attendre à ce que, le Sénégal progresse si on n'a pas une grande partie des citoyens. Oui, le service public au niveau de l'État. Absolument. Ça, on doit donner l'exemple. Et là, c'est vraiment la responsabilité du gouvernement. Ça, il peut le faire à nouveau, s'assurer à nouveau que les fonctionnaires comprennent que les temps ont changé, qu'il faut faire le travail pour lequel ils sont payés, qu'il faut le faire peut-être avec un peu de courtoisie, que c'est vraiment un devoir à l'égard des citoyens. Mais en même temps, à nouveau, les citoyens eux-mêmes doivent changer un certain nombre de leurs comportements. Et ça, c'est possible par de la pédagogie de réforme et par de la communication, en utilisant tous les canaux aujourd'hui, pas simplement les canaux les plus officiels. Beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. Gilles, l'objectif de toutes ces politiques, c'est d'améliorer la vie des citoyens. Le rapport World Happiness Report renseigne que c'est en Afrique subsaharienne que l'inégalité dans l'accès au bonheur a beaucoup augmenté. Vous dites que les institutions statistiques nationaux africains devraient réaliser des enquêtes de ce type pour mieux comprendre les mutations en cours dans nos sociétés et leur impact sur le bien-être des individus. Oui, c'est vrai que j'ai trouvé intéressant, de parler de ce rapport sur le bonheur dans le monde, parce que on s'intéresse au rapport économique, au classement des PIB, au classement de l'indice de développement humain. Qui donne des mots de tête souvent aux populations. Voilà, tout à fait. Mais on s'intéresse finalement très peu à une forme de mesure de l'évaluation que les gens font eux-mêmes de la qualité de leur vie, ce qui inclut évidemment des éléments psychologiques, de solidarité, etc. Et c'est vrai qu'en regardant ce rapport, on voit bien partout dans le monde qu'il peut y avoir, par exemple, un renversement où on s'attend à ce que ce soit les jeunes qui soient les plus heureux, et on observe en Amérique du Nord, par exemple, un renversement où les jeunes sont moins heureux, se disent moins heureux finalement de leur vie que les personnes les plus âgées. Et on voit en Afrique que oui, le niveau de satisfaction des jeunes notamment a augmenté, mais en même temps, on a une inégalité qui s'est creusé dans l'accès d'une certaine manière au bonheur. Et ce que je dis sur les instituts de statistiques, c'est que ce type d'enquête auprès des populations permettrait aussi de savoir ce qui est en train de changer dans les sociétés. C'est pas simplement le niveau de revenu qui compte, c'est aussi la qualité du transport. Le temps que vous passez dans les transports peut affecter considérablement Il y a du boulot ici, le temps que le temps que vous passez par exemple avec vos enfants. Et ça va avoir un impact très important sur votre qualité de vie, mais sur celle de vos enfants, et ça va avoir un impact important sur l'ensemble de la société. Je pense qu'il faut vraiment décrypter d'une certaine manière l'état d'esprit aussi des êtres humains que nous sommes. Ne pas oublier que nous sommes tous que des êtres humains et que nous aspirons effectivement, je pense, à avoir simplement avoir un peu plus de bonheur et un peu plus de joie que de tristesse. Et ce type de rapport, je pense, nous permet effectivement de savoir aussi que les politiques publiques peuvent tout à fait servir à améliorer l'accès au bonheur des populations. Pour plus de buen vivir, comme disent les Sud-Américains, rapport 2024 basé sur la période 2021-2023, publié par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Ça tient à quoi pour vous, le bonheur ? Ça tient, je pense, à la liberté, à l'augmentation, je dirais, de l'espace de liberté dont chacun dispose finalement pour justement avoir la vie qu'il désire. Je reviens un peu aussi au propos d'un autre économiste, un économiste indien, prix Nobel Amartya Sen, qui expliquait vraiment en quoi est-ce que l'accroissement finalement de la liberté des individus de choisir leur propre vie était un indicateur majeur du progrès humain. Et ça nous ramène aussi à des questions très concrètes.
comme celle de la démocratie des libertés. C'est pas simplement la démocratie, les libertés pour l'économie, c'est la démocratie, les libertés pour le bien-être individuel, parce que finalement, on aime tous quand même avoir plus de liberté que moins de liberté. Absolument. Et vous, ça va, vous êtes heureux au Sénégal? Oui, c'est un pays qui à nouveau est accueillant et qui vient à nouveau de donner un bon exemple qui, il faut l'espérer, va être suivi par d'autres. Mais je souligne à nouveau que je crois beaucoup à l'intégration et je pense qu'il est important, y compris pour cette équipe au Sénégal, de ne pas oublier son rôle sur la scène régionale qui est aujourd'hui attendue compte tenu de la très grande difficulté dans laquelle se trouve l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Gilles Yabi, et le bonheur se trouve dans les choses simple, dit-on. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.